Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour ce webinaire d'une durée d'1 heure consacré à la thématique cancer et grossesse. Afin de démarrer celui-ci, nous vous rappelons quelques règles de bonne pratique, à savoir, vous ne pouvez pas prendre la parole ou être vu, mais vous pourrez poser vos questions via le chat. À la fin de ce webinaire, un questionnaire de satisfaction va s'ouvrir et nous vous remercions par avance pour le temps que vous voudrez bien prendre afin de le remplir et ce qui nous permettra de nous améliorer. Le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains, soit sur le site internet et sur la chaîne YouTube RPO. Le pôle parcours périnatal accompagne les professionnels durant de la périnatalité à l'optimisation du parcours de la femme et du coparent et de l'enfant durant les 1000 premiers jours. Et dans nos actions, il y a la sensibilisation et l'information des professionnels de la périnate, des actions aussi à destination des usagers, mais ce n'est pas le propos de ce jour, et des actions par territoire. Nos intervenantes sont le docteur Léa Barrault, gynécologue obstétricienne, chef de clinique à l'hôpital PDV qui a réalisé sa thèse sur la question de cancer et grossesse, le docteur No, pédiatre néonatologue du CHU de Toulouse qui réalise le suivi des enfants vulnérables et notamment celui des nourrissons ayant été exposés à des traitements antinéoplasiques en anténatal. Madame Caroline Delarue, chef de projet COCON, le professeur Dalenc, oncologue à l'IUCT Oncopole de Toulouse et qui est spécialisé en scénologie, et Madame Nathalie Brousse, chef de projet des soins oncologiques de support du réseau régional Onco-Occitanie. Alors, pourquoi un webinaire cancer et grossesse? Bien, parce que pour autant, pendant une grossesse, un cancer peut se développer. Et ce qui correspondrait en 2022 en Occitanie à 50 parturientes qui auraient développé un cancer pendant la grossesse. Donc, la question qu'on se pose, c'est un cancer est-il compatible avec la grossesse et quel suivi pour les nourrissons exposés au traitement? Et pour répondre, vous avez les intervenants que je vous ai présentés. Et nous allons démarrer par le docteur Léa Barrault, qui va répondre à la question: un cancer est-il compatible avec une grossesse? Léa, à toi la parole. Merci beaucoup Dominique. Je voudrais remercier plus généralement le réseau RPO pour l'organisation de ce webinaire. Je voudrais remercier également tous les intervenants, Dr Marguerite No et le professeur Florence Dalinck qui ont accepté le challenge et qui viennent apporter leur expertise. Merci également de façon générale au réseau Onco-Occitanie, à Nathalie Brousse et à Charlotte Morel, sans qui la mise en place d'un groupe de travail Onco-Occitanie à l'issue de mon travail de thèse n'aurait pas été possible et avec qui nous travaillons encore aujourd'hui à l'amélioration de la pratique et des prises en charge des patientes qui sont concernées par le sujet cancer et grossesse. C'est vrai que c'est un sujet me touche particulièrement. C'était l'objet de mon travail de thèse qui était dirigé par le docteur Marion Groussol, avec qui on avait rencontré des cas marquants et on a fait un état des lieux de 2012 à 2019 sur les cancers tout cancer confondu en cours de grossesse qu'on a pu repérer dans la région Occitanie. On a fait le constat de situations assez complexes avec finalement une région plutôt bien équipée avec des centres ressources au niveau régional, local, mais aussi au niveau national. Et ces centres ressources étaient assez peu utilisés, peu exploités et on manquait d'un parcours de soins pour pouvoir mettre en lien les différents acteurs dans cette prise en charge. Donc, comme tu l'as dit, Dominique, ça concernerait une grossesse sur 1000. Ça semble peu fréquent et finalement, à l'échelle d'une maternité comme celle de Toulouse où je travaille, c'est un bon nombre de patientes et on sait que c'est des patientes qu'on va rencontrer de plus en plus puisque le nombre de cas semble être en augmentation, pardon, pas en amélioration, d'année en année. Donc, je pense que si vous écoutez ce webinaire, c'est aussi que vous êtes sensibilisé à ce sujet ou que vous prenez en charge des patients dans ces situations-là. Et si ce n'est pas le cas, ce sera probablement le cas à l'avenir puisque ces cas sont amenés à être de plus en plus souvent rencontrés.
Finalement, c'est une prise en charge qui implique de nombreux acteurs. On pense en priorité à l'obstétricien, à l'oncologue, mais aussi aux pédiatres à qui on pense un petit peu moins, et à tous les praticiens, que ce soit en médecine libérale, du côté médical ou paramédical, qu'il va falloir mettre en lien et unir pour pouvoir donner une prise en charge et des informations assez unicistes à un couple dans des situations complexes et différentes d'un cas à l'autre. Je vous ai rappelé ici les localisations de cancer les plus fréquentes en cours de grossesse. Donc, sur le podium, en numéro 1, on a le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent en cours de grossesse. Puis derrière, le cancer du col utérin, les lymphomes et les autres hémopathies malignes, qui arrivent quasiment au même niveau que le cancer du col. Puis les cancers ovariens, digestifs, le mélanome, mais aussi le cancer thyroïdien, qui fait partie des cancers fréquents. On peut changer la diapo. Alors, je vais tenter de répondre à la question, le cancer et la grossesse sont-ils compatibles, mais du point de vue des praticiens qui prennent en charge la grossesse. De façon générale, on sait que dans la plupart des situations, un traitement optimal est possible en cours de grossesse en maintenant la grossesse. Ça va être des grossesses qui ont une prise en charge obstétricale et pédiatrique qui pourrait être un peu différente, un peu plus renforcée. Mais finalement, dans la littérature, et on le sait d'une cohorte de grande ampleur sur 20 ans qui a été publiée en 2018 dans le Lancet, environ 70% des cas de cancer en cours de grossesse pourront voir débuter un traitement et la grossesse sera poursuivie. C'est ce qu'on avait également retrouvé dans l'état des lieux qu'on a réalisé et publié en 2022. On sait aussi, d'après les experts du sujet, que le pronostic maternel n'est pas modifié par la grossesse. Donc, le traitement du cancer doit être initié et dans des délais raisonnables, mais il y a quand même des situations qui sont incompatibles avec le maintien de la grossesse et qui peuvent conduire à une interruption médicale de grossesse. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une chimiothérapie est urgente et qu'elle est supposée tératogène au premier trimestre. On peut voir le petit tableau en bas qui reflète la formation des différents organes du fœtus de la période embryonnaire jusqu'à la période fœtale. Et la période où il se passe le plus de choses, c'est la période qui va du J0 à 8 semaines. Et la période d'embryogénèse la plus importante va se trouver à cette période-là, au premier trimestre. Donc, on comprend bien que la mise en place d'une chimiothérapie peut avoir un impact sur le développement d'un organe du fœtus et d'un organe important. Et souvent, la chimiothérapie n'est pas possible à ce stade-là. On peut passer. Je vous ai noté quelques généralités, encore une fois, du point de vue de l'obstétricien et des personnes qui prennent en charge la grossesse. En ce qui concerne la prise en charge oncologique de ces patientes, il y aura plusieurs volets. Et avant de penser au traitement, je voulais vous rappeler l'importance du dépistage. On rencontre en consultation des patientes qui viennent consulter à l'occasion de leur grossesse, mais qui n'auraient pas forcément consulté en dehors de cette occasion-là. Et pour nous, c'est le moment idéal pour reprendre le dépistage de la patiente, faire une palpation mammaire en début de grossesse, c'est vraiment primordial, proposer un test HPV, etc. Ensuite vient le challenge du diagnostic du cancer en cours de grossesse qui peut poser quand même pas mal de soucis puisque les symptômes qui peuvent faire penser au cancer sont souvent confondus avec des symptômes de la grossesse. La femme enceinte aura plus souvent des nausées, des troubles du transit, de la fatigue et ça peut se confondre avec les symptômes qui vont amener jusqu'au diagnostic d'un cancer. On sait qu'on peut faire un bilan d'extension. Il faut qu'il soit non irradiant de préférence, mais il faut tout donner pour qu'il soit quand même complet. Si un scanner est nécessaire, il faut le faire. Et on peut se faire aider du centre de radioprotection qui met en place tous les moyens pour calculer les doses reçues par le fœtus, les doses d'irradiation. Et dans la mesure du possible, si on peut éviter les examens irradiants, on les évite en privilégiant une échographie, une IRM, mais il faut qu'on puisse donner une information complète sur la maladie à la patiente. En ce qui concerne les traitements, on sait maintenant que la chirurgie est possible quel que soit le terme de la grossesse. Ce sont des recommandations générales qui ont été reprises dans de nombreux papiers
On sait toutefois que si on doit s'orienter vers une chirurgie abdominale, le volume utérin va grossir au cours de la grossesse, évidemment, et ça ne va pas toujours être aussi simple à n'importe quel terme. Ensuite vient la question de la chimiothérapie. C'est la question principale. Et on sait maintenant que la plupart des protocoles standards de chimiothérapie peuvent être administrés après 12 à 14 semaines et qu'il faut programmer la naissance pour éviter qu'une chimiothérapie soit délivrée trop proche de l'accouchement. Finalement, l'hématotoxicité, les conséquences de la chimiothérapie peuvent avoir un impact sur l'accouchement et il faut absolument prendre un délai, si c'est possible, de 1 à 3 semaines avant l'accouchement, à la fois pour la mère et pour le fœtus, parce que la plupart des molécules vont passer le placenta et que le fœtus peut lui aussi avoir une thrombopénie, une leucopénie qui vont avoir des conséquences hémorragiques, infectieuses pour la période néonatale. En ce qui concerne l'hormonothérapie, elle est encore contre-indiquée, y compris les hormonothérapies qu'on connaît pour le cancer du sein avec le trastuzumab qui semble trop délétère pour le fœtus. Pour la radiothérapie, elle est souvent reportée après la grossesse. Il y a des cas particuliers, voire très particuliers, où une zone à irradier est loin de l'abdomen et ça peut se discuter de faire une radiothérapie, mais il faut retenir que globalement, elle sera reportée. Pour les thérapies ciblées, la décision peut se faire au cas par cas. Ce sont souvent des molécules nouvelles et il faut absolument s'appuyer de l'aide du Centre de pharmacovigilance qui a accès à des bases de données de grande ampleur, nationale, internationale, qui peuvent aider et vraiment apporter un soutien précieux pour savoir si on peut soit poursuivre, soit initier une thérapie ciblée et pouvoir faire un rapport bénéfice-risque assez détaillé. On peut passer. Alors maintenant, on passe aux généralités sur la prise en charge obstétricale. On sait qu'il existe un risque théorique de menace d'accouchement prématuré, de rupture des membranes ou de retard de croissance fœtale. Ce sont des études qui ont inclus tout cancer confondu, qui ont permis de faire ce constat, mais certains points sont quand même débattus dans la littérature. On retient toutefois ces risques dans des situations où la mère va être dans un état inflammatoire important ou dans une situation particulièrement grave. Finalement, en pratique, c'est des choses qu'on retrouve assez peu. On met vraiment un point d'honneur au fait que l'échographie fœtale est importante avant le traitement et puis de façon mensuelle dans ces situations. D'une part, ça permet de favoriser le lien mère-bébé qui peut être compliqué lors de l'annonce d'un cancer pendant la grossesse et entraîner tout type de sentiments de culpabilité ou des difficultés en tout cas pour la création du lien mère-bébé. Mais on sait que ces échographies sont importantes aussi quand le fœtus est exposé in utero aux chimiothérapies. Avec l'aide du centre de pharmacovigilance et en connaissant bien les traitements délivrés à la mère, on va pouvoir cibler quels organes il va falloir surveiller. Et de façon générale, c'est la croissance et la morphologie que l'on vérifie tous les mois. On sait que l'accouchement est à organiser, pas toujours à déclencher, ça va dépendre des situations, mais la prématurité induite est à éviter dans la mesure du possible. Et il est possible de privilégier un accouchement par voie basse. En pratique, c'est des patientes qui vont avoir un risque plus important de césarienne. Et ce qu'on a vu, nous, au niveau local, c'est qu'à peu près une patiente sur deux avait une césarienne, soit pour un motif maternel, soit fœtal. En tout cas, si les conditions obstétricales le permettent et la maladie également, on peut tout à fait envisager un accouchement par voie basse si la situation le permet. On encourage également à la réalisation d'une anatomopathologie du placenta de façon systématique, même si ça semble assez anecdotique. Il y a quand même certains types de tumeurs qui ont déjà présenté un envahissement au placenta avec même une possibilité théorique de transmission in utero du cancer maternel de la mère au fœtus. Ça semble très rare et ce sont quelques cas décrits plutôt pour des mélanomes métastatiques, mais on propose de faire une anapathe du placenta de façon systématique à des fins de recherche, mais aussi parce que si on trouvait des cellules tumorales, ça change la prise en charge du fœtus et sa surveillance, du nouveau-né plutôt.
Il existe également un risque hémorragique et thromboembolique qu'il faut prendre en compte. Souvent, la situation du cancer maternel rend la patiente plus à même de faire une phlébite, son traitement aussi, mais elle est aussi plus à risque d'une hémorragie perpartum. Donc, il faut qu'on en soit conscient et qu'on puisse anticiper et donner le traitement prophylactique adapté. Pour ce qui est de la contraception, il faut y penser et il faut qu'elle soit adaptée et efficace dans cette situation-là, jusqu'à une période de rémission au moins. Donc, on se fait facilement aider des équipes d'oncofertilité. Les gynécologues spécialisés en oncofertilité peuvent nous conseiller sur le type de contraception envisageable et nous conseillent d'autant plus qu'il est important de faire une préservation de la fertilité. Donc, c'est vraiment à eux qu'on réfère quand on a des difficultés à choisir une contraception en postpartum. Et pour l'allaitement, il n'est pas contre-indiqué de principe, mais ça se discute au cas par cas selon les traitements. La plupart des molécules passent dans le lait en ce qui concerne la chimiothérapie, mais si une patiente a été opérée d'un sein mais pas de l'autre et qu'elle n'a plus de chimiothérapie, c'est par exemple possible de lui autoriser l'allaitement sur le sein non malade. On peut passer. Maintenant, les généralités sur le nouveau-né. Je vais passer rapidement parce que le docteur No va vous expliquer un peu plus en détail, mais globalement, je vous l'ai dit, il existe un passage transplacentaire de la plupart des traitements avec une hématotoxicité de certaines chimiothérapies qui nous encouragent à programmer la naissance. Il existe quelques études rassurantes sur le devenir des enfants, mais ce sont des études de faible effectif et de faible niveau de preuve. En pratique, on remarque quand même que ces enfants vont bien. Le problème principal est la prématurité qui arrive au premier plan, avec dans la littérature jusqu'à un enfant sur deux qui sera hospitalisé pour sa prématurité. Et les conséquences pédiatriques sont en grande partie liées à la prématurité, finalement plus qu'au traitement mis en place in utero. On se pose quand même des questions sur le neurodéveloppement ultérieur des fœtus et les conséquences psychologiques que peut avoir une telle situation dans la famille. On sait qu'il peut y avoir des conséquences cardiovasculaires, des conséquences sur l'état dentaire, sur la fertilité, sur le système endocrinien à plus long terme, mais ça reste encore des hypothèses, même si les études sont rassurantes. On pense vraiment qu'il est important de mettre en place une filière pédiatrique spécialisée. Et Marguerite No va vous expliquer. Pour vous faire un dernier petit point sur le parcours de soins qu'on propose avec le groupe de travail cancer et grossesse au sein du réseau Onco-Occitanie. On imagine qu'à partir du moment où la patiente a un symptôme et un diagnostic de cancer, on peut aboutir à une concertation multidisciplinaire complète. Alors ça peut paraître un peu lourd, mais en pratique, c'est des choses qui se font finalement assez bien. On espère pouvoir atteindre un délai de 3 semaines maximum entre le symptôme de la patiente et le moment où elle est diagnostiquée et où on peut lui annoncer le plan de soins. Et cette concertation multidisciplinaire, elle implique une réunion locale d'oncologie, une réunion au CPDPN, au Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, pour une discussion globale, obstétricale et fétale, avec si besoin un avis d'un pédiatre référent sur la question des traitements in utero et de la prise en charge ultérieure, et une déclaration au Centre de pharmacovigilance. Avec les données locales, il est possible d'avoir un second avis au centre cancer associé à la grossesse, et il est même souhaitable de déclarer tous les cas de cancer associé à la grossesse. C'est un centre coordonné par le docteur Lise Selleret à l'hôpital de Paris, Tenon, qui est très aidant sur la prise en charge globale, puisqu'il dispose de réunions multidisciplinaires qui incluent des obstétriciens et des oncologues et des pédiatres pour statuer sur une prise en charge difficile. Avec tout ça, on peut faire une consultation d'annonce au couple, avec en option un avis en oncofertilité qui doit être évoqué de principe dans toute situation de cancer en cours de grossesse, et si nécessaire, un conseil génétique. On propose également une coordination par les CPDPN. Je vous laisse passer la diapo. Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénataux peuvent être coordinateurs dans la prise en charge et sont une étape obligatoire si le couple souhaite faire la demande d'une interruption médicale de grossesse. Finalement, avec toutes les informations, lorsqu'on a exposé au couple le plan de traitement, on peut recueillir un projet parental, une demande maternelle, et à ce stade, on peut décider un peu plus sereinement d'une décision soit de poursuivre la grossesse, soit en alternative d'une demande d'interruption de grossesse pour des raisons maternelles souvent, et parfois fétales. Et dans ce cas-là, c'est un parcours dédié au sein de la maternité en coordination avec l'oncologue référent. Je rappelle que
différent d'une interruption volontaire de grossesse, surtout lorsque la grossesse est souhaitée. Pour le couple, l'impact psychologique est vraiment différent et il y a un parcours bien mis en place dans les cas d'interruption médicale de grossesse avec la possibilité d'un recours à un soutien psychologique. Donc, on souhaite que les interruptions dites volontaires de grossesse soient évitées dans ces situations et abandonnées au profit d'une interruption médicale de grossesse lorsque la grossesse était désirée. Ce type de parcours de soins n'est pas toujours envisageable quand il y a une urgence à la mise en place d'un traitement, par exemple lors d'une hémopathie maligne où il faut introduire très vite des chimiothérapies, mais on insiste sur l'intérêt de discuter avec un obstétricien et une équipe multidisciplinaire malgré tout en urgence. Voilà, on peut passer donc en conclusion, grossesse et cancer, c'est souvent compatible dans 70 à 80% des cas, mais la prise en charge, elle se fait au cas par cas et c'est pour cela qu'il est intéressant de faire des réunions de concertation pluridisciplinaires et de mettre en place un centre coordonnateur qui n'est pas personne dépendant, qui inclut des participants qui ont une habitude à une réflexion éthique également. Il y a des ressources existantes à notre disposition, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, on en a parlé, la réunion d'oncologie locale, le centre de pharmacovigilance et bien sûr le réseau CALG, le CALG, qui est le réseau de l'hôpital Tenon à Paris, le centre de référence national. On insiste sur la déclaration des cas. Ça permet d'enrichir les données pharmacologiques, d'être utile à des fins de recherche également. Et dans notre parcours de soins, on cherche également à intégrer la prise en charge pédiatrique et néonatale qui semblait être un peu mise de côté jusqu'à présent, et les acteurs de ville, la médecine générale et les différents acteurs médicaux et paramédicaux. On espère à l'avenir un suivi des enfants exposés à ces situations-là sur le long terme. Et je laisse la parole au docteur Marguerite No. Merci. Merci Léa. Donc, on laisse la parole au docteur No pour le suivi des nourrissons. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Et merci au docteur Barraud d'avoir enclenché un peu cette dynamique sur Paul de Viguier de faire un suivi spécifique pour ces bébés. C'est assez récent. Je ne suis pas particulièrement experte dans le domaine, mais je m'y intéresse depuis que Léa m'a sollicité pour ça. Et je commence à avoir une petite cohorte de bébés, de petits-enfants suivis suite à l'exposition in utero. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à développer parce que, comme je vais vous le montrer, on n'a pas énormément de recul, même si les données sont plutôt rassurantes pour l'instant. Donc, qui est-ce que ça concerne ce suivi? Ça concerne tous les enfants qui ont été exposés in utero à des traitements antinéoplasiques, que ce soit la chimiothérapie, immunothérapie. Et la mise en place, ce qu'on a proposé, c'est l'inclusion à la naissance dans le réseau COCON, ex-suivi PTIMIP qu'on avait sur la région Occitanie-Ouest, même en l'absence de prématurité associée. Quand on avait le suivi PTIMIP classique, il y avait dans les items d'indication de suivi l'exposition à des toxiques maternels et finalement on a pensé que au même titre que l'exposition à l'alcool ou à de la drogue, finalement, ces bébés-là avaient également une nécessité de suivi particulier. Donc pourquoi est-ce qu'on suit ces enfants? Comme vous l'a dit le docteur Barraud, on sait qu'il y a un passage transplacentaire de nombreuses molécules avec des effets systémiques sur le fœtus qui sont plus ou moins étudiés. Ce qui indique évidemment un suivi obstétrical très rapproché, un suivi postnatal immédiat, ce qui était fait déjà depuis longtemps, mais on oubliait un petit peu le long terme. Et ces enfants sont également ont un contexte de naissance particulier puisque ils vont naître dans un contexte de vulnérabilité psychosociale majeure, puisque ces familles se retrouvent avec à la fois à gérer une naissance et tout ce que ça implique de chamboulement dans la dynamique familiale, dans la dynamique de couple. Et c'est censé être normalement un événement heureux et tout ça se passe dans un contexte de maladie grave avec des inquiétudes importantes pour l'état de santé de la mère, avec parfois des angoisses de décès, avec des séparations mère-bébé qui peuvent être précoces, puisque parfois la maman va être hospitalisée quelques jours après la naissance
pour pouvoir recevoir les traitements dont elle a besoin. Le père se retrouve dans une situation assez compliquée à gérer pour lui aussi, puisqu'il faut à la fois prendre en charge un petit nouveau-né seul et avoir sa conjointe qui est hospitalisée pour une raison grave. Et puis, c'est aussi des enfants qui peuvent être exposés à un décès maternel post-natal dans les semaines ou les mois qui suivent. Donc l'intérêt du parcours cocon, c'est à la fois de pouvoir avoir un suivi sur un plan vraiment physique et somatique de ces bébés, mais également un suivi plus individualisé et des propositions de prise en charge psychologique ou d'autres paramédicales pour le soutien de ces familles. Donc le passage transplacentaire des molécules, on sait que le fœtus est exposé à des doses qui sont moindres que les doses maternelles, parce que le placenta joue quand même un rôle de barrière. Mais le passage des différentes molécules est dépendant de leur fixation protéique et de leur liposolubilité. C'est vraiment important à chaque cas d'avoir l'avis pharmacologique, puisque toutes les études qu'on retrouve dans la littérature, finalement, vont donner des informations sur des suivis à long cours de cohortes plus ou moins grosses, mais les enfants reçoivent tous des molécules et des combinaisons de molécules différentes. Et puis, pour avoir des cohortes suffisantes, à chaque fois, ce sont des études rétrospectives sur parfois plusieurs dizaines d'années. Donc, les traitements en oncologie évoluent très vite. Donc, c'est vraiment important de se baser sur l'avis pharmaco propre au traitement administré à chaque patiente pour pouvoir évaluer le risque et exposer les risques aux parents. Le risque malformatif de l'exposition à la chimiothérapie, le docteur Barraud en a déjà un petit peu parlé. Finalement, il est assez faible initialement sur les premiers jours. Donc, quand la femme ne sait pas encore qu'elle est enceinte, on est plutôt sur la loi du tout ou rien avec un embryon qui ne va pas évoluer, une fausse couche spontanée en cas d'exposition à une chimiothérapie qui a une conséquence. Et puis, avant 14 semaines, là, on a un risque majeur de malformations qui peuvent être d'un spectre très variable, des malformations cardiaques, des malformations urogénitales, des malformations ophtalmo, ORL, des fentes palatines. On sait que ces fœtus sont exposés à un risque de 7 à 17% en cas de monothérapie et jusqu'à 25% s'il y a plusieurs agents anticancéreux qui sont utilisés. Donc, on va essayer d'éviter au maximum de les exposer avant 14 semaines. Par contre, après 14 semaines, on est beaucoup plus rassuré sur le risque de malformation. La plupart de l'organogénèse est quasiment terminée. Le taux de malformation grave observé autour de 1%, ce qui équivaut à celui de la population générale. On a toujours quand même une petite inquiétude potentielle, notamment quand c'est des traitements nouveaux et peu étudiés, sur les malformations du système nerveux central, puisque la formation du système nerveux central et du cerveau va vraiment se faire jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, évidemment, on n'a pas d'études prospectives et de forte puissance hein, sur les effets des chimiothérapies pendant la grossesse sur les fœtus. Les études de cohorte qu'on peut retrouver montrent qu'il y a souvent une myélosuppression qui est transitoire, avec des bébés qui, à la naissance, peuvent être anémiés, avoir une thrombopénie, une leucopénie. Et finalement, on fait une numération en général sur sang de cordon, puis dans les premiers jours de vie lors du séjour en maternité. Et la plupart du temps, même quand on retrouve cette myélosuppression, elle est de récupération rapide et spontanée après arrêt de l'exposition à la chimiothérapie maternelle. Ça a un intérêt de programmer la naissance avec un déclenchement vers 36-37 semaines pour limiter les risques associés à la prématurité et d'avoir pu en général programmer les cures de chimiothérapie de la mère 2-3 semaines avant, puis de pouvoir reprendre rapidement après la naissance. Le rituximab qui est communément utilisé va entraîner une inhibition des lymphocytes B qui est réversible en 3 à 6 mois. Donc, pour ces enfants-là, il n'y a pas eu de cas d'infection grave qui ait été retrouvé. Les réponses aux vaccins non vivants qui sont réalisés dans les 3 à 6 mois sont adéquates. Donc, on n'a pas d'inquiétude particulière sur la suite. La seule contre-indication concernant les vaccinations, c'est le BCG, qui est de toute façon le seul vaccin vivant indiqué dans ces âges-là. Et donc, il faut simplement prévoir un schéma vaccinal classique pour ces nouveau-nés.
Sur les effets à plus long terme, selon les études, on retrouve plus ou moins d'effets sur le neurodéveloppement. Là, dans cette cohorte-là, il n'y a pas d'effet retrouvé sur le neurodéveloppement, contrairement en comparaison à des enfants qui, dans les premières années de vie, reçoivent, eux, directement un traitement pour une leucémie aiguë, qui reçoivent donc des doses de chimiothérapie bien plus élevées que ce qui passe via le placenta quand c'est la mère qui reçoit la chimiothérapie. On ne retrouve pas non plus de cardiotoxicité au long cours s'il y a une exposition aux anthracyclines, même si on n'a pas d'études vraiment à long terme. Par contre, par précaution, c'est en cas d'exposition aux anthracyclines, il y a toujours une échographie cardiaque fétale qui est réalisée pendant la grossesse et on répète cette échographie cardiaque dans les premiers jours qui suivent la naissance. Si elle est normale, pour l'instant, on ne fait pas de contrôle ultérieur. Et puis, on a quand même peu de données sur la fertilité de ces enfants à l'âge adulte et sur des éventuelles atteintes de lignée endocrinienne. Et ce sera probablement une piste à explorer quand on aura plus de recul. Donc, concernant le neurodéveloppement, les études ne sont pas toutes d'accord. On a peu de cohortes à long terme. Et puis, c'est difficile de faire la part des choses entre les conséquences de l'exposition directe à la chimiothérapie et également les conséquences d'exposition aux médicaments adjuvants qui sont administrés à la mère. On ne peut pas faire des cohortes spécifiques à chaque traitement parce que ça représente des petits nombres d'enfants. Et il est également difficile de savoir, quand on parle de neurodéveloppement, quelle est la part de pharmacologie, d'exposition au traitement et quelle est la part également de difficultés psychologiques et relationnelles, éducationnelles liées au contexte particulier de naissance. On a quand même des données rassurantes sur les premières années de vie avec ce que je disais, les cardiotoxicités faibles, la myélotoxicité réversible. Mais peut-être un discret effet sur le neurodéveloppement. L'intérêt du suivi cocon, c'est aussi de pouvoir le détecter très rapidement et mettre des prises en charge rééducatives le plus rapidement possible. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas que la chimiothérapie. Euh, on sait que le stress maternel peut avoir des impacts directs et indirects également sur le développement du fœtus. Donc, la maman va forcément se retrouver dans une situation de stress majeur, il peut y avoir des dysfonctions d'organes, il peut y avoir des réponses à la douleur importantes, il y a un stress oxydatif. Donc, on sait que ça, dans la période d'organogénèse et de croissance fœtale, ça peut avoir des conséquences sur le fœtus. Il peut y avoir également des conséquences liées à des dysfonctions du microbiote, à de l'inflammation liée notamment au post-opératoire, à la chirurgie. Et puis, on a aussi, avec le stress maternel, des changements hormonaux et ça peut avoir des impacts sur la maturation neurologique et le neurodéveloppement. Il faut prendre en compte aussi des éventuelles carences nutritionnelles qui peuvent être liées au cancer et à la chimiothérapie et avoir un impact sur la croissance fœtale. Et comme il y a quand même malheureusement de façon inévitable une certaine part de prématurité pour beaucoup d'enfants, on a forcément des enfants qui sont souvent un peu plus fragiles, un peu plus petits et exposés en plus aux conséquences de la prématurité avec le risque de lésions neurologiques ou de problèmes métaboliques liés à cette prématurité, même si la plupart du temps on arrive à avoir une prématurité modérée. Et ensuite, il y a en postnatal tout ce qui est difficultés psychosociales, stress parental, séparation maternelle et éventuellement décès, avec des difficultés d'attachement pour l'enfant, ce qui peut entraîner des retards neurocognitifs, des retards de langage, des difficultés d'apprentissage et de comportement par la suite. Donc, on revient sur l'intérêt vraiment d'un suivi personnalisé pour une détection précoce de toutes ces difficultés éventuelles et une prise en charge et un soutien des familles. La prématurité induite est fréquente puisqu'on est quasiment à une petite moitié des bébés, selon une cohorte là, de 20 ans qui avait été publiée dans le Lancet en 2018. Il y avait presque 1200 patients. On avait 50% à peu près de prématurité modérée entre 34 et 37 semaines, ce qui permet d'éviter une exposition à une autre cure de chimiothérapie.
ou alors de démarrer plus rapidement un traitement qui était contre-indiqué pendant la grossesse. Donc il y a toujours une balance bénéfice-risque à trouver pour ces patientes. Et c'est vrai que la concertation obstétrico-pédiatrique et l'information du couple est vraiment très importante lorsqu'il s'agit de la décision du déclenchement, de la date de déclenchement, de la voie d'accouchement. Et puis c'est vraiment important de pouvoir rencontrer ces couples en consultation conjointe obstétricien et pédiatre pour pouvoir aussi leur donner une information sur ce que sera la prise en charge de la prématurité de leur bébé pour éviter de rajouter encore plus de stress lors de la naissance. Dans cette même cohorte, il y a environ 20% de petits poids de naissance inférieurs au 10e percentile. Et on sait que le pronostic en cas de prématurité modérée est toujours un petit peu moins bon quand on a en plus associé un petit poids de naissance. Pour terminer, je voulais vous présenter une vignette clinique d'une patiente qu'on a eue il y a quelques mois, Paul de Viguier, pour vous montrer un petit peu à la fois le cheminement et l'importance vraiment de la concertation multidisciplinaire. Donc, il s'agit de Madame J, qui a 34 ans, qui a présenté une récidive d'un carcinome hépatocellulaire qui a été découverte à 24 semaines d'aménorrhée. C'était sa première grossesse, une grossesse désirée. Et elle avait eu un carcinome hépatocellulaire opéré quelque temps avant qui était censé être en rémission. Le traitement indiqué a débuté rapidement. C'est une immunothérapie par atezolizumab et bevacizumab qui se comporte notamment un anti-VEGF, ce qui semble assez incompatible avec la grossesse, avec le développement du placenta. Donc, on organise en urgence une première consultation conjointe, gynécologue et avec un obstétricien et moi-même. On reçoit à cette occasion un couple complètement effondré qui nous explique d'emblée que on leur a dit tout de suite il faut avorter pour débuter le traitement. Mais cette patiente, elle est déjà à 24 semaines. C'est une grossesse qui est investie, qui est souhaitée. Elle sent son bébé bouger et pour elle, ce qu'elle nomme elle un avortement n'est pas envisageable en l'état actuel des choses. Donc, on explique au couple qu'on a très peu de données sur ces traitements pendant la grossesse. Il y a, je crois, en tout et pour tout, 5 case reports, dont des case reports à propos de un ou deux cas et dans des indications qui ne sont même pas sur des carcinomes hépatocellulaires. Mais comme on est déjà avancé dans la grossesse, on a dépassé le seuil des 14 semaines. Donc, le risque malformatif, on est plutôt rassuré là-dessus. Cette dame, elle a son écho de 22 semaines qui est faite et qui est normal. Par contre, théoriquement, et avec l'avis de la pharmacovigilance, on se doute qu'il y a un risque de retard de croissance intra-utérin, il y a un risque de prématurité induite ou spontanée, et il y a un risque non négligeable de mort fœtale in utero. On explique bien au couple qu'on avance un petit peu dans l'inconnu, mais que s'ils choisissent de poursuivre la grossesse, on va avancer dans l'inconnu avec eux, qu'on va proposer une surveillance très étroite, échographique et biologique, avec notamment des marqueurs, des dosages réguliers de marqueurs d'insuffisance placentaire. Et donc, le couple fait le choix de cette option et la grossesse se poursuit. Finalement, on consent à une prématurité à 34 semaines avec donc un déclenchement de l'accouchement. Le même jour, on redose les marqueurs d'insuffisance placentaire qui seront récupérés a posteriori et qui étaient en très nette dégradation. Donc, a posteriori, on est plutôt content d'avoir choisi cette date de déclenchement. L'accouchement se passe bien par voie basse. Le bébé né, il est eutrophe. Il présente une maladie des membres hyalines qui est quand même initialement relativement sévère, qui nous fait, pendant 24-48 heures, nous poser la question d'une atteinte pulmonaire liée aux anti-VEGF, mais qui finalement est d'évolution favorable. Il passe 18 jours en néonatologie, ce qui est une durée de séjour plutôt standard pour un bébé né à 34 semaines. Puis il sort à domicile avec ses parents. À 3 mois, il a un examen clinique parfait. L'examen des 6 mois est prévu dans quelques semaines. Vous avez quelques illustrations à côté de ce petit bébé qui est en pleine forme. Et les parents ont vraiment beaucoup apprécié l'accompagnement qu'ils ont pu avoir, nous donnent régulièrement des nouvelles. J'ai reçu un message hier ou avant-hier m'informant du scanner d'évolution de la maman qui est positif avec une très nette diminution de sa tumeur et de ses métastases, parce qu'elle avait des métastases pulmonaires également. Donc je trouve que ce cas clinique illustre vraiment le fait que il faut que les couples puissent avoir une information vraiment complète et qu'on puisse les accompagner quand on est sur des grossesses qui sont investies et qui sont déjà avancées. Ils étaient tout à fait conscients du risque de perdre leur bébé, mais ils voulaient avancer, ils voulaient le faire et puis finalement l'évolution est favorable pour eux.
Donc, en conclusion, à retenir que le risque est majeur s'il y a une exposition avant 14 semaines, mais que dans la plupart des cas, après 14 semaines, on peut proposer de poursuivre la grossesse. Par contre, la grossesse ne doit pas faire retarder la prise en charge oncologique de la mère, bien évidemment. Et le bébé, si derrière tout se passe bien, il naît, il a besoin d'une maman en bonne santé. Idéalement, programmer un accouchement entre deux cures vers 37 semaines. Et il y a beaucoup de nouveaux traitements avec des impacts peu connus. Donc, moyennant une information très claire aux patients et essayer de programmer au mieux le suivi, on peut essayer de maintenir ces grossesses. Et il y a un intérêt majeur au suivi médical, au soutien psychosocial dans les premières années pour ces familles qui sont éprouvées, qui vont vivre des moments difficiles, que ce soit pendant la grossesse et pendant les premiers mois de l'enfant. Si la mère est hospitalisée à J5 de la naissance pour sa chimiothérapie, son aplasie et doit enchaîner les cures de chimiothérapie, c'est évidemment une construction du lien mère-enfant qui est à soutenir et à encourager. Merci beaucoup, docteur No. On va passer la parole à Caroline Delarue, la chef du projet COCO, qui va nous expliquer l'inclusion ou le parcours de soins rapidement. Oui, rapidement. Bonjour, merci pour tout ce qui a déjà été dit. Donc, je vais compléter donc les propos précédemment faits par nos deux collègues pour vous faire un focus sur le parcours COCON très rapidement. Donc, le parcours COCON, c'est COCON pour parcours de soins précoces et coordonnés du nouveau-né vulnérable. Il s'adresse aux enfants de 0 à 7 ans et il permet d'améliorer le parcours de soins de l'enfant vulnérable qui était proposé jusque-là par le RPO. Par le biais d'un projet qui s'inscrit dans les expérimentations de type article 51. Le projet va durer 5 ans. Les premières inclusions ont eu lieu en septembre 2022. Et la finalité de cette expérimentation est, nous l'espérons, à l'issue des 5 ans, une généralisation dans le droit commun au niveau national de ce nouveau parcours de soins. Donc, à qui s'adresse ce parcours? Donc, il s'adresse aux nouveau-nés vulnérables. Donc, on pense spontanément aux enfants nés prématurés, mais il s'adresse également aux enfants porteurs de pathologies. Il y a un certain nombre de critères que vous pouvez retrouver en cliquant sur le QR code qui est ici, mais également, comme on vous l'a dit, aux enfants qui auraient été exposés in utero à un traitement maternel antinéoplasique. C'est donc une nouveauté par rapport à ce qu'il se faisait jusque-là. Donc, le parcours, il permet un suivi rapproché de ces enfants avec, vous le voyez ici, des visites régulières à des temps clés afin de repérer le plus précocement possible des signes d'alerte de troubles du neurodéveloppement. Il permet donc par le biais de différentes consultations un suivi rapproché de l'enfant, mais il permet également d'avoir accès à des soins précoces selon les besoins, des soins en kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie, psychologie, orthopsie et ergothérapie, avec une prise en charge à 100% pour les familles afin de limiter au maximum les inégalités sociales. En fin d'année dernière, nous avions déjà près de 1330 nouveau-nés inclus en Occitanie et 2 enfants pour lesquels une exposition in utero à un traitement maternel antinéoplasique était présent. On a encore peu d'inclusion, comme vous pouvez le voir, mais on espère que ce webinaire vous aura sensibilisé sur l'importance d'inclure ces enfants dans le parcours avec un réel intérêt pour l'enfant et également par la suite, on espère pouvoir mener des études épidémiologiques sur les données que nous aurons récoltées afin de fournir des données et compléter les données déjà disponibles dans la littérature. Merci beaucoup, Caroline. Maintenant, on va passer la parole au professeur Daleng pour l'exemple pour le cancer du sein. Merci. Donc, merci de m'avoir invité à ce webinaire. On va illustrer les propos de mes collègues, en particulier ceux de Léa Barraud, avec le cas clinique, une vignette clinique d'une patiente que nous avons pris en charge pour un cancer du sein survenu à 19 semaines d'aménorrhée. C'est ici de sa première grossesse. Sa mère et une tante maternelle avaient eu un cancer du sein vers l'âge de 50 ans. Et cette patiente avait un T3, donc une tumeur de plus de 5 cm avec atteinte ganglionnaire axillaire homolatérale.
Je l'ai reçu avec le diagnostic du cancer du sein établi par biopsie réalisée sous échographie, ce qui correspond au standard de la tumeur primitive. Il s'agissait d'un carcinome NST infiltrant de grade 3 avec des récepteurs hormonaux, sans surexpression de HER2 et un index de prolifération relativement important. Le ganglion axillaire, j'ai mis droit, pardon, c'est gauche, était envahi. Et à l'échographie, il n'y avait rien dans le sein contralatéral. La diapositive suivante. Alors, il s'agissait pour nous de compléter le bilan d'extension loco-régional avec cette situation de grossesse. Nous n'avons rien fait de plus que l'échographie mammaire. En temps normal, on aurait fait une mammographie et puis on aurait fait aussi une IRM mammaire. Mais la mammographie n'est pas du tout conseillée pendant la grossesse, même avec un tablier de protection. Donc, on ne l'a pas réalisé. Et puis, l'IRM mammaire n'a pas été faite non plus parce que l'intérêt de l'IRM mammaire, c'est d'utiliser le produit de contraste. Et là, on ne pouvait pas le faire. On a choisi de réaliser cette IRM surtout pour vérifier le sein contralatéral au décours de la grossesse. La diapositive suivante. Ensuite, il fallait réaliser le bilan d'extension à distance. L'indication, là, elle y était, et on raisonne comme pour toutes les autres femmes. Elle y était parce que tumeur volumineuse et atteinte ganglionnaire axillaire. Et chez ces femmes-là, on réalise le bilan d'extension optimale, mais on évite les examens irradiants. Ce qui est autorisé, c'est l'échographie abdominale, et de plus en plus, et le cliché du thorax est un très mauvais examen, en plus irradiant, il ne faut pas le faire. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est une IRM corps entier sans injection de gadolinium. Le TEP-FDG, qui est l'examen idéal dans ces situations-là maintenant, n'est pas recommandé. On a des données insuffisantes et sa réalisation doit être exceptionnelle, de même qu'un scanner. Il n'est pas indiqué du fait des radiations ionisantes. La diapositive suivante. Et donc, pour cette femme, on s'est contenté de l'échographie mammaire pour le bilan loco-régional et on a réalisé l'IRM corps entier pour dédouaner toute localisation secondaire à distance. Diapositive suivante. Ensuite est arrivée l'étape de la prise en charge thérapeutique. Alors, on a trois paramètres qui nous aident à raisonner. D'abord, quels sont les risques pour la mère et quels sont les risques, quelle est la gravité de son cancer. Ça dépend du stade. Est-ce que c'est une tumeur volumineuse ou pas? Est-ce qu'il y a des ganglions axillaires ou pas atteints? Et puis, ça dépend aussi de la biologie tumorale. Une tumeur de grade 1, un carcinome in situ, ce n'est pas la même chose qu'une tumeur comme la sienne, là, qui prolifère, ou des tumeurs triple négatives. Ensuite, on doit tenir compte de l'âge de la grossesse et du choix du couple, de la patiente et de son partenaire. Ce n'est pas la même chose diagnostiquer un cancer du sein très tôt, à 2, 3, 4 semaines d'aménorrhée, qu'en 3e trimestre ou en 2e trimestre. Et puis, il y a le risque aussi pour le fœtus à court et à long terme des différents traitements, en sachant qu'on là aussi, c'est très lié à l'âge de la grossesse. Beaucoup de médicaments vont être contre-indiqués au 1er trimestre, avec des risques de malformation, on l'a vu, alors qu'au 2e, 3e trimestre, on va pouvoir utiliser un bon nombre de médicaments, mais pas tous. Et puis, on doit raisonner aussi de façon pluridisciplinaire, la diapositive suivante. Alors, bien sûr, avec toute l'équipe, j'allais dire, des oncologues, des anapathes, des radiologues classiques pour toute prise en charge de cancer du sein, des infirmières, coordonnatrices en scénologie, mais là, on met évidemment l'accent sur l'équipe de soins de support. Très souvent, on fait appel aux oncogénéticiens parce que c'est des femmes jeunes, donc il va y avoir indication et une consultation d'oncogénétique. Et puis, bien sûr, à l'équipe des obstétriciens et des pédiatres spécialisés en néonatologie. Et on établit, en tout cas nous, oncologues, on établit très très vite le lien avec les obstétriciens. Le lien pédiatre-obstétricien se faisant plus entre eux, j'avoue que nous, on collabore très peu avec les pédiatres. De temps en temps, on les a au téléphone, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Et les objectifs de la prise en charge, c'est d'obtenir un résultat oncologique optimal et donc on se doit d'appliquer le standard of care des patientes non enceintes, c'est-à-dire le standard de traitement. Et bien sûr, en tenant compte, je vous l'ai dit, des caractéristiques tumorales, du stade, de l'âge gestationnel et des souhaits.
on doit annoncer à la patiente et à son partenaire les intentions du traitement. Est-ce qu'on est curatif? Est-ce qu'on est palliatif dans ce cas précis? Et heureusement, on était curatif. Bien sûr, ce que l'on annonce là a un impact sur la décision de poursuivre ou pas la grossesse. Pas à 24 semaines d'aménorrhée, comme le cas qu'a montré Marguerite tout à l'heure, mais au premier trimestre de la grossesse ou à 12 semaines d'aménorrhée. On ne va pas raisonner tout à fait pareil avec le couple si l'intention du traitement est curatif ou palliatif. Et puis, donc, on discute avec toute l'équipe pluridisciplinaire et on met l'accent sur des partenaires, tout ce qui est soins de support. Diapositive suivante. Et on se doit aussi d'expliquer à la patiente et à son partenaire sur les options de traitement, les risques encourus pour la mère ou pour le fœtus et les décisions concernant la poursuite ou pas de l'interruption de la grossesse. Comme ça a été dit tout à l'heure, l'accouchement prématuré ou le report du traitement au postpartum doivent être évités parce qu'il faut penser à la mère aussi et à son pronostic. Et la prématurité peut souvent être minimisée en commençant le traitement du cancer pendant la grossesse. Et l'objectif, c'est de traiter au mieux le cancer du sein chez la femme et d'amener la grossesse au plus proche de son terme. La diapositive suivante. Alors là, nous aussi, on a des recommandations internationales concernant la prise en charge du cancer du sein pendant la grossesse. Je vous ai mis là l'exemple des recommandations américaines du NCCN. Clairement, le plus embêtant, c'est quand ce cancer survient pendant le premier trimestre de la grossesse. Alors, si c'est un cancer peu agressif, on peut attendre un peu. Mais s'il est beaucoup plus agressif, c'est peut-être dans ces situations-là qu'on va discuter de l'arrêt médical de la grossesse. Sinon, diapositive suivante, en faisant 2 clics, au deuxième comme au troisième trimestre de la grossesse, on a à peu près la possibilité de traiter la patiente comme on le ferait si elle n'était pas enceinte. La diapositive suivante et la suivante encore. Alors, on inclut aussi nos patientes dans le réseau cancer associé à la grossesse dont a parlé Léa. Je vous ai mis le lien mail là. C'est coordonné par Lise Selleret. C'est un enregistrement prospectif des cas cancer pendant la grossesse, pas uniquement cancer du sein sur toute la France. Ça regroupe un certain nombre d'experts et de centres recours sur les territoires français. Il y a des référents toulousains dont je fais partie. Et on peut aussi demander l'avis à ce réseau. Et il y a une RCP nationale qui est réalisée, qui vient confirmer ou infirmer la RCP locale. Et puis, vous trouverez aussi sur ce site des généralités, c'est assez bien fait, une revue de la littérature et des généralités concernant l'association cancer et grossesse. Diapositive suivante. Alors, revenons à ce cas clinique. On a discuté bien sûr du dossier en RCP dans notre propre centre. On a demandé l'avis au réseau cancer associé à la grossesse. On a discuté, bien sûr, on s'est mis en relation et discuté avec les obstétriciens, notamment du timing de l'accouchement à prévoir. Ce n'est pas une, mais des consultations, hein, je l'ai souligné, qu'on réalise avec la patiente et son conjoint pour aller progressivement dans l'annonce et puis qu'ils aient une bonne compréhension de la situation. Et au moins à une de ces consultations se joint à nous une infirmière coordonnatrice en scénologie, ce qui permet aussi de mettre l'accent sur la prise en charge psychologique et les soins de support. Dans ce cas précis, on a décidé avec la patiente et son conjoint de poursuivre la grossesse et de mettre en route le traitement. Diapositive suivante. Comme elle était à 19 semaines d'aménorrhée au moment du diagnostic, on a pu lui proposer le traitement standard qui pour elle était une chimiothérapie avant un acte chirurgical. Et on a pu faire exactement la chimiothérapie qui correspond à son type histologique de cancer du sein. Anthracycline, cyclophosphamide, paclitaxel peuvent être administrés. On aurait été un peu plus embêté parce qu'on était en début de deuxième trimestre de la grossesse s'il s'agissait d'une maladie HER2 positive, parce que le trastuzumab, qui est une drogue essentielle, peut entraîner des oligoamnios. Donc on aurait dû faire quelques adaptations. Mais heureusement, elle avait un cancer du sein HER2 négatif.
Et l'accouchement, il a eu lieu pendant les séances de paclitaxel à 36 ou 37 semaines d'aménorrhée. Le paclitaxel étant une drogue beaucoup moins hématotoxique que l'association cyclophosphamide et endoxan. En fait, elle a eu l'accouchement 10-11 jours après une injection de paclitaxel en coordination avec les obstétriciens. Diapositive suivante. Quand on réalise des chimiothérapies, bien sûr, on a besoin des soins de support médicamenteux, j'allais dire notamment des antiémétiques. Tout est permis pendant la grossesse, sauf l'après-pitant, que l'on ne donne pas en l'absence de données fiables. Donc, on va préférer les cétrons et le méthoclopramide est aussi autorisé. Les corticoïdes sont autorisés, on s'en sert beaucoup à visée antiémétique. Et l'utilisation des facteurs de croissance hématopoïétique peut être envisagée, mais on a très peu de données de safety, donc on va tenter de l'éviter, mais ça m'est arrivé une fois sur une situation de maladie excessivement agressive. On était en fin de grossesse, de rapprocher les séances de chimiothérapie et d'administrer du GCSF dans l'intérêt de la maman, et parce qu'on était en fin de grossesse et qu'on avait à le faire que 2 fois. Donc, c'est toujours un rapport bénéfice-risque que l'on va calculer. Léa l'a dit, ça le résume sur cette diapositive. En ce qui concerne le cancer du sein et la grossesse, la chirurgie elle est possible à tout moment. La radiothérapie, c'est simple, elle n'est jamais réalisable. La chimiothérapie, quels que soient les cytotoxiques que l'on utilise, est possible, excepté au premier trimestre. L'hormonothérapie est contre-indiquée. Les thérapies ciblées sont plutôt contre-indiquées, mais c'est une balance bénéfice-risque. Le trastuzumab, les anti-HER2 peuvent donner des oligoamnios. L'immunothérapie qu'on utilise maintenant pour les tumeurs triple négatives n'est pas recommandée en l'absence de données. Diapositive suivante. Alors, des nouvelles de cette patiente. La chimiothérapie s'est déroulée sans complications majeures. Elle a accouché par voie basse à 36 semaines d'aménorrhée, donc pendant le paclitaxel hebdomadaire, d'un petit garçon qui pesait 2,9 kg à la naissance. Il faut informer, j'ai oublié de vous le dire, le couple qu'il y a un petit risque d'accouchement prématuré dès qu'on fait une chimiothérapie pendant la grossesse. On a repris le paclitaxel après l'accouchement, avec une pause un peu plus longue que ce qu'on aurait souhaité, mais pas tellement plus, qu'en temps normal. On a complété le bilan d'extension loco-régional et à distance, en faisant un TEP scan et en faisant une IRM mammaire, d'autant plus qu'entre-temps, on a appris que cette patiente était porteuse d'une mutation germinale BRCA2, d'où l'intérêt d'un bilan local complet par mammographie et IRM pour s'assurer qu'il n'y avait rien dans le sein contralatéral. Diapositive suivante. À terme, on a réalisé la mastectomie gauche. La taille tumorale initiale ne permettait pas de conserver le sein. Un curage axillaire. Elle avait une réponse histologique qui était de qualité, mais pas complète. Alors nous, le score CPS-EG, on s'en sert pour définir le pronostic ultérieur et adapter les traitements adjuvants. Et comme elle était mutée BRCA, on a en plus de l'hormonothérapie, rajouté un PARP inhibiteur sur des données récentes du fait d'un pronostic, on va dire, intermédiaire avec ce score. Et bien sûr, on a complété le traitement par une radiothérapie, puisque l'accouchement était réalisé. Voilà, je crois que c'était la dernière diapositive. Merci, professeur Dalin. On va passer la parole à Nathalie Brousse pour nous présenter rapidement les outils d'Onco-Occitanie. Peut-être que je rajoute, voilà, ça y est, j'ai mis mon micro. Merci. Donc, effectivement, je voulais simplement vous signifier, comme Léa l'a dit au début, sous son impulsion et l'impulsion du docteur Groussol, nous avons réuni un groupe de travail début 2022 sur cette question de la grossesse et du cancer. Et dans ce cadre, nous avons réalisé des documents d'information qui peuvent vous être utiles, vous, en tant que professionnel. Donc, des documents d'information pour les patientes et leurs familles et des documents d'information, pardon, pour vous en tant que professionnel de santé. Donc, vous pouvez les trouver sur notre site Internet. Nous avons créé une page dédiée. Donc, peut-être si vous pouvez cliquer
sur le lien site internet donc Occitanie, la page devrait apparaître. Je ne sais pas, Dominique, est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien? Donc, ça devrait pouvoir, bon, si ça n'apparaît pas, vous pouvez aller sur notre site internet oncooccitanie.fr. Et Vous ne les voyez pas? Là, moi, ça apparaît non, sur mon écran. Ah, non, non, ça n'a pas, enfin, je ne crois pas. De mon côté, en tout cas, ça n'apparaît pas. Donc, c'est pas bien grave. Vous tapez sur la barre de recherche grossesse et cancer et vous accéderez directement à la page. Donc, nous sommes toujours en train de travailler avec ce groupe. Donc, la prochaine étape sera effectivement de vraiment flécher ce parcours. Et comme l'a dit Madame Delarue, l'idée, ce sera que vous, en tant que participant à ce webinaire, vous puissiez être sensibilisés et donc permettre l'inclusion, notamment des enfants qui sont nés de ces situations. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. désolée. Alors, je crois qu'il y a eu une question-réponse. C'est peut-être à destination du professeur Dalingue. Bonjour, je suis surpris sur le discours sur l'URM. Pourquoi le gadolinium? Y a-t-il une contre-indication selon vous au cours de la grossesse? Sur le CRAT, utilisation possible, quel que soit le terme de la grossesse. Est-ce que quelqu'un peut, professeur Dalingue ou... Ah, pardon, mon micro était éteint. Je disais, on n'a pas des données suffisantes, ce n'est pas sécure pour réaliser les injections de gadolinium et donc on évite. On évite, vraiment. Alors, je crois qu'il y a une deuxième question. Après, pardon, pour rajouter un petit point pour le gadolinium, ça nous arrive quand même de faire des IRM injectés en cours de grossesse pour d'autres raisons. Bon, en pratique, on l'utilise et ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a un principe de précaution, mais euh, bon, c'est à discuter avec le couple. Si la balance bénéfice-risque est bonne et qu'on a vraiment besoin de l'injection pour répondre à la question, nous, ça nous arrive quand même en obstétrique de faire des IRM injectés en cours de grossesse. C'est toujours un rapport bénéfice-risque. C'est ça. Voilà. Qui va nous. Mais en première intention, on ne le met pas. Je crois qu'il n'y a plus de questions-réponses. On remercie les intervenants pour cette session. Merci beaucoup. Merci Voilà. au RPO. Merci à vous, Dominique. Voilà, la vidéo sera la semaine prochaine sur notre site Périnat Occitanie, peut-être aussi sur Onco Occitanie grâce à Madame Brousse et sur les chaînes YouTube. Pour info, alors c'est pas le RPO qui le porte, mais la semaine prochaine, il y a fait par Coactis Santé, suivi gynéco, comment accueillir une patiente en situation de handicap. Ce sera le 8 février de 13h à 14h. Voilà. Si vous n'avez pas eu le lien d'inscription, vous pouvez contacter le RTO, on vous l'enverra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas le questionnaire de satisfaction. Au revoir. Au revoir.